Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre deuxième panel. Notre deuxième panel qui va venir nous entretenir de leurs tendances, de ce qu'ils voient dans leur pratique quotidienne ou chez des employeurs avec qui ils sont en contact ou desservent, dans leur tactique de négociation des conditions de travail. Donc, que ce soit en milieu, on a fait de grands efforts pour avoir des gens qui travaillent en milieu syndiqué, en milieu non syndiqué, en milieu... Jonathan, comme on dit encore, les vieux de la vieille dans la construction, à le décret. Le décret n'existe plus depuis 1994, mais beaucoup d'entrepreneurs nous disent encore « j'applique le décret ». Alors, on va vous parler dans toutes sortes de sphères, puis en espérant que ce que vous pourrez retenir de ce panel, c'est des outils ou des trucs sur comment aborder soit vos syndicats, soit les travailleurs dans la négociation de conditions de travail. Tout d'abord, je vous présente Jonathan Plamondon, qui est directeur des relations de travail à l'Association de la construction du Québec. Bonjour et merci, Jonathan, d'être là. Jonathan est un professionnel des relations industrielles depuis 15 ans. Il a été médiateur pendant près d'une décennie au Conseil canadien des relations industrielles, donc droit fédéral, code canadien. Avant d'y être le directeur régional et greffier. Depuis novembre 2023, il est le directeur des relations de travail de l'Association de la construction du Québec et le principal agent, qui est le principal agent patronal négociateur dans la construction avec à peu près 55, 56... 65. 65 maintenant! % des heures travaillées dans l'industrie de la construction. Jonathan, tu as une vie très occupée. Je te remercie d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Je vous présente ensuite Maître Pierre Jauvin. Pierre est président de produits d'acier Nova et il est chef des affaires juridiques d'acier Nova American, en un seul mot pour ceux qui cherchent sur Internet. Il est avocat depuis 30 ans. Pierre a œuvré principalement en droit de l'emploi, en droit public, en droit commercial, conseillant diverses entreprises multinationales, tout en plaidant devant plusieurs tribunaux, y incluant la Cour suprême. Des fois, il faut chicaner longtemps pour avoir raison. Hein. C'est ça. Depuis près de 10 ans maintenant, il exerce comme chef des affaires juridiques et VP développement organisationnel pour le groupe Nova, qui possède plus de 20 établissements, usines principalement en Amérique du Nord et depuis 5 ans comme président de l'une de ses filiales en pleine expansion. Merci, Pierre, d'être ici. Et je vous présente également mes deux associés, Simon Pierre, qui est notre chef de secteur droit du travail et de l'emploi et qui a fait le très long chemin de Québec à Montréal pour être avec vous ce matin, ainsi que mon partner du bureau de Montréal, Kevin Vincelette, qui est convaincu qu'il fera un meilleur travail que moi comme animateur. Et donc, c'est lui qui va animer le deuxième panel. Je vous laisse entre bonnes mains. Merci beaucoup, Éric. Vous nous entendez bien? Oui. Fantastique. Messieurs, comme vous le savez, le droit du travail, les relations de travail sont continuellement victimes des différents bouleversements que nous vivons sur le marché du travail. La pandémie a été l'un des plus gros bouleversements que nous avons vécus. En entrée de jeu, de quelle manière est-ce qu'on se prépare adéquatement aujourd'hui à une négociation, que ce soit dans un contexte individuel ou collectif, dans une ère post-pandémique? Je peux commencer. Bonjour tout le monde. Comme tu le mentionnes, Kevin, il y a les négociations qui ont été faites avant la pandémie, puis ceux-là qu'on fait actuellement. Mon premier conseil, ce serait d'économiser, parce que vos négociations vont être plus dispendieuses. Et dans un deuxième temps, moi, je trouve qu'on est beaucoup dans la gestion des expectatives. Dans un premier temps, la gestion des expectatives du côté de l'employeur. Je donne des chiffres rapidement. Pendant à peu près 20 ans, on a eu un IPC à 2. On peut s'ostiner à 2,1, 2,05. Et pendant 20 ans, j'ai négocié des virgules. 2,2 % d'augmentation, 2,3 % d'augmentation. Et là, on a complètement une autre réalité où, ce n'est pas les chiffres exacts, tout dépendant si vous prenez l'inflation canadienne, québécoise, région de Montréal et autres, là, mais chose certaine, 2022, on a à peu près 7 % d'inflation, 2023, 5 %. Là, une game qui a changé totalement récemment. Et en plus, alors que le gouvernement, historiquement, négociait des conditions de travail qui étaient plus basses que le secteur privé, je n'ai pas besoin de vous rappeler au mois de décembre, notamment l'entente avec la FAE, où, en moyenne, sur 5 ans, on arrive à peu près à 4,5 % d'augmentation.
Alors, moi, j'ai toujours un premier travail avec les employeurs pour leur faire un peu ce que je viens de mentionner là. La game, elle a changé parce que même si on est rendu en 2024, les conventions collectives, vous le savez, là, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, on est à notre première négociation de convention depuis post-pandémie. Et bon, nous, c'est notre travail, on en négocie quelques-unes par année, mais pour la majorité des employeurs, c'est leur première qui vont négocier suite à ça. Alors, il y a un petit peu un reality check à faire à ce niveau-là. Et il y a aussi un reality check à faire lorsqu'on reçoit les demandes syndicales, où là aussi, on est dans la gestion des expectatives. Parce que la balloune, elle est gonflée comme on ne l'a jamais vu, là. On reçoit des demandes d'augmentation initiale de 40 à 50 %. Là, vous allez dire, bien voyons, je ne reçois pas 40-50 %, ils sont un petit peu plus brillants que ça. C'est ajustement de salaire 2 $, correctif de salaire, augmentation de salaire 8 %, régime de retraite plus 3 %. Si vous êtes capable de faire les maths assez rapidement, on arrive facilement du 40 %. On ne finit pas à 40 %, mais la gestion de partir de 40 jusqu'à quelque chose de raisonnable, elle est plus longue qu'avant. Ça aussi, je suis dans les expectatives, parce que les gens, puis moi je parle surtout au niveau syndiqué pour débuter, mais un moment donné, tu te crois. Tu n'arrêtes pas de faire un cahier, puis tu te dis, regarde, on veut 30-40 %, de passer de ça à 3 % à 3,5 %, il y a un processus qui est quand même assez long. Alors, on parle de négociations qui sont plus longues en termes de durée. On a plus de conflits de travail. On est dans une période, vous le voyez, là, tous les jours, là, il y a des grèves, il y a des lockouts. Alors, ce n'est pas un portrait très, très, très beau pour débuter, mais comment on se prépare, là? Bien, pour moi, j'ai un petit peu cette discussion-là au début avec les gens, de dire, voici le portrait. Après ça, on va travailler ensemble, on va regarder les solutions, puis on va s'en aller dans la bonne direction, puis on va atterrir avec de quoi qui a du sens. Mais il faut partir de ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Bien, un peu dans la même optique. Et effectivement, la pandémie, c'est l'inflation. L'inflation, c'est des demandes salariales qui sont aussi dans l'inflation, au-dessus de l'inflation, ce qui fait mal. Dans notre secteur, à nous, du côté de la construction, le défi supplémentaire de préparation, c'est que souvent les entrepreneurs, on représente à peu près 18 000 entrepreneurs à la Sécu. Souvent, les entrepreneurs font des soumissions en ce moment, là, pour 2025, 2026, 2027, mais je ne suis pas capable de leur dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans la convention collective en 2026, 2027. Je ne suis pas capable de leur dire ce qu'on leur disait avant la pandémie. Faites la moyenne des 20 dernières années. Vous avez votre gestion de risque dans cette zone-là. On ne dit plus ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde ce qui se passe sur le marché. Tu as mentionné le gouvernement. On regarde dans certaines entreprises du secteur privé. Je regarde Éric avec la machinerie de production. Donc, qu'est-ce qui s'est donné comme augmentation? Puis, sans asseoir, parce sans asseoir que ça va être ça les taux, on se dit, votre gestion de risque est dans une zone différente. L'autre chose aussi, c'est qu'on parle beaucoup des augmentations comme étant un gros défi, et ça l'est, mais ça crée des opportunités. C'est comme ça qu'on essaie de le voir de façon constructive. Ça crée des opportunités, notamment dans l'industrie de la construction. C'est assez connu, là, on parle du projet de loi 51 beaucoup dans l'actualité ces temps-ci. On parle du retard de productivité de l'industrie de la construction au Québec par rapport à l'Ontario, par rapport au reste du Canada, je vous dirais par rapport à l'Amérique du Nord au complet. Et ça nous donne l'opportunité de pousser des discussions qu'on avait de la difficulté auparavant de pousser dans le normatif, dans certaines dispositions des conventions collectives, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en échange, parce qu'on sait que ça va nous coûter cher. Mais est-ce qu'on est capable de créer un espace de discussion sur ces éléments de productivité-là pour mitiger le coût des augmentations salariales qui vont être significatifs dans tous les cas? L'autre élément de préparation, puis je me souviens, on en parlait dans une rencontre, Kevin, au Conseil du patronat, c'est que là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un heure juste et final avec les représentants syndicaux. On sent du côté syndical que ce n'est pas juste les employeurs qui ont la pression. Là. Les représentants syndicaux ont de la pression. D'abord, on dirait qu'il y a un effet de mode sur « il faut faire la grève ». On sent que ça va être des réels compromis qu'on va avoir obtenus des employeurs si on passe à travers le processus de grève. Sinon, on n'est pas allé assez loin. On entend beaucoup cet effet de mode-là. Fait que ça crée une relation un peu particulière avec les représentants syndicaux et ça crée une relation particulière avec des représentants syndicaux
je vous dirais, expérimentés, mais aussi d'une autre époque, qui ne sont pas habitués de vivre ça. Et dans beaucoup de cas, puis on le voit aussi dans l'actualité, des ententes de principe rejetées. On l'a vu dans le secteur public, on le voit dans le secteur privé aussi beaucoup. Donc là, l'entente qu'on fait à la table est peut-être pas aussi solide qu'auparavant. Nous, on le vit, on n'est pas encore en période de négociation, mais il y a plein de petites choses qu'on négocie au quotidien, puis on le vit là, souvent. Ce qu'on a pensé construire à la table, bien, il faut le reconstruire ou le modifier par la suite parce que ça se passe différemment dans les assemblées syndicales. On sent que le leadership syndical a moins d'emprise qu'avant. Donc ça nous amène une préparation qui est différente. Il faut prévoir plus de scénarios, être plus prudent dans nos compromis aussi qu'on fait à la table. Dernier élément de préparation, c'est le reality check. Tout ça là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça, quelqu'un qui est en business depuis un bon bout de temps, il se fait marteler de plein de coûts, là. Je reviens à l'industrie de la construction. Nos entrepreneurs, les coûts de matériaux ont explosé depuis la pandémie. Les coûts de la réglementation, j'écoutais tantôt parler de la santé et sécurité, le projet de loi 42, le projet de loi 59. Les obligations sont croissantes. La complexité est croissante, les coûts administratifs sont croissants. Puis là, nous, on arrive, là, les gars de relations de travail, hey, en passant, j'ai une demande autour de 6-7 % d'augmentation salariale. Ils deviennent blancs là, dans ce temps-là. Ils ne sont plus capables de nous voir. Donc là, il faut les travailler pour se préparer mentalement. C'est pas quelque chose de simple et il faut le prendre d'avance. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Sinon, ça rend les discussions en égo beaucoup plus difficiles. Et Pierre, de ton côté? Bien, moi, je peux dire oui, il faut s'y prendre d'avance. En fait, quand on a ces discussions-là, souvent, il est trop tard. Okay? On vit dans une économie où, surtout, on a des usines syndiquées, la plupart de nos travailleurs sont non syndiqués, mais la réalité, c'est qu'on a vécu une pandémie où nous, on n'a jamais arrêté. Le manufacturier était présent. Si on commence à parler aux employés de problèmes qu'on a aujourd'hui, puis la réalité à laquelle on fait face, on a manqué le bateau. Okay? La réalité, c'est qu'à chaque année, à chaque 2 ans, à chaque 4 fois par année, okay, on s'assoit avec l'ensemble de nos employés, beaucoup plus souvent avec nos groupes de gestion, pour parler de plusieurs choses. La première des choses, c'est oui, tout le monde veut plus d'argent, mais il y a une capacité de payer qui est limitée. Où elle est limitée dans le secteur privé, elle n'est pas limitée au Québec. 80 % de nos produits sont exportés. Okay? On se bat contre les manufacturiers mexicains qui ont une technologie plus avancée que la nôtre. Okay? Le Québec, on est en retard, on n'investit pas en effet d'équipement. On vient de mettre 25 millions dans nos équipements, okay? Et nos employés ont vu le changement, nous ont accompagnés. Vous verriez leur vidéo sur notre site, et où ils disaient qu'on allait peut-être un peu vite, puis ils n'étaient pas sûrs qu'on allait livrer. Mais il y a 3 ans, on produisait 50 % de ce qu'on produit aujourd'hui avec 40 % de plus d'employés, et ça, c'est avant qu'on mette des machines. Okay? Il y a eu un changement avec nos gens partout. C'est le dialogue, c'est l'importance, et c'est de faire comprendre aux gens que, veut pas, on est dans le même bateau. On est très ouvert sur notre réalité économique, sur nos contrats, okay? Lorsqu'on le peut. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Mais aussi, on prend l'approche de dire que avant, les gens vont nous parler de salaire, les gens vont nous parler de conditions, les gens vont nous parler de télétravail, ce qui est difficile dans notre industrie. Les gens veulent faire des ressources humaines en télétravail dans une usine. Assez difficile. Okay? Ben, c'est quand même la réalité de la vie, là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on considère d'abord de façon très structurée nos postes, la réalité, l'équité entre les postes dans chacune des usines. Ma tâche à moi, c'est de m'assurer ensuite que dans le groupe, il y a une équité entre les usines et non pas simplement entre. C'est pas facile. Il y a 20 marchés différents. À Granby, à Montréal, en Ohio ou au Tennessee, c'est pas la même réalité. Mais il faut quand même que chaque personne qui s'assoit avec nous, 3-4 fois par année, quand on parle de rendement, sache que son poste est bien évalué et qu'il est équitable. Ça se peut qu'elle fasse pas assez d'argent. Okay? Comparé à un concurrent, des fois, on n'a pas la capacité. Mais ça se peut aussi qu'elle ait dépassé son poste, cette personne-là. On va parler des opportunités de croissance dans l'organisation. On va parler de ce qui s'en vient. Si on veut proposer des conditions qui vont se tenir à nos employés, on ne peut pas les rencontrer juste une fois par année. On ne peut pas dire « ouais, tout le monde donne 6 %, qu'est-ce qu'on fait? » On a été généreux, OK? Mais la générosité ne sert à rien si on n'a pas les améliorations, si on n'a pas les gains que vous cherchez. On les a eus dans plusieurs usines. On a passé des transformations complètes avec des syndicats sans aucun conflit. Les métallos nous ont accompagnés, OK?
On a une centaine de millions dans une usine de Montréal, où il y a eu des fermetures, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps investi. Et moi, personnellement, dans chaque usine que je visite, même si ce n'est pas celle de mon groupe, parce que c'est celle de mon groupe ou de la ligne, je vais jaser avec les travailleurs, je vais prendre les questions, parce que le jour où ils vont venir me parler de salaire, au moins, on va avoir discuté d'autres choses avant. Mais ça, Pierre, c'est un point excessivement intéressant, ce que, comme tu le mentionnes, le salaire, c'est une composante de ce qui est demandé à la table. Hein? Ceci dit, post-pandémie toujours, on se retrouve avec plusieurs nouvelles demandes. Vous, dans votre contexte particulier, quelles sont ces nouvelles demandes que vous avez reçues, auxquelles vous avez été confrontés, et comment interagissez-vous avec les demandes que vous recevez à cet égard? Ouais, la plus difficile pour nous, c'est celle du télétravail, parce que c'est un marché qui s'y prête moins. Donc, dans notre recrutement, honnêtement, quand je gérais des cabinets d'avocats, aujourd'hui, je m'apercevrais que j'ai beaucoup moins de monde, même si j'ai maître au bureau. Mais pendant la pandémie, moi, les gens voulaient travailler dans une usine, il faut que tu sois proche à un moment donné. Et les gens ont besoin de mentors. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre une journée par semaine à nos professionnels pour qu'ils puissent monter des dossiers. Mais c'est d'en parler ouvertement. Puis, je veux dire, il faut avoir l'honnêteté de dire à quelqu'un si c'est 4 jours de temps. Si tu veux faire du 4 jours, c'est impossible chez nous. Je veux dire, on ne fera pas de cachette, on ne fera pas d'assemblant. Mais c'est ces demandes-là qui sont les plus difficiles. Au niveau salarial, évidemment, il faut s'ajuster à la réalité. Mais le reste, honnêtement, on ne voit pas nos conditions sont assez généreuses. Bien, de notre côté, télétravail, c'est impossible. Là. J'ai jamais vu quelqu'un sur un chantier dire « Moi, je vais faire du télétravail ». Non, mais c'est le corollaire de l'inflation, des coûts de matériaux. Là, on entend beaucoup les donneurs d'ouvrages, autant publics que privés, nous dire là, les coûts explosent. Il faut que vous fassiez de quoi sur la productivité. Pas pour rien que tout le battage médiatique puis que le projet de loi 51, c'est que le gouvernement, comme principal donneur d'ouvrage, réalise qu'il n'arrivera pas à livrer beaucoup de promesses parce que les coûts explosent en termes de construction. Fait que nous, on doit travailler beaucoup sur la productivité. Puis ça, c'est le gros chantier qui n'est pas simple, qui n'est pas évident. Juste pour vous donner un topo, là, la construction, c'est 25-26 métiers avec sa propre réglementation qui est faite par la Commission de la construction du Québec. Et les syndicats sont structurés par métier. Fait que les salariés de la construction, ils ont une identité reliée à leur métier, à leur syndicat, puis les employeurs changent. Ils se promènent d'un employeur à l'autre. Fait que c'est vraiment des corps de métier très protégés en termes de tâches, de fonctions. Fait que ça rend la discussion très complexe. Nos conventions font en moyenne 4 à 500 pages chacune. Donc, ça vous donne un peu le niveau de complexité. Fait que ça, c'est le gros chantier. L'autre défi qui ne découle pas de la pandémie, mais qui découle de où nous en sommes aujourd'hui, en 2024, c'est la diversité. C'est une industrie très homme blanc. Ça, il n'y a pas de doute, là, on est à 3,7 % de femmes dans l'industrie de la construction. Puis c'est encore plus beau au niveau de la diversité, soit des Premières Nations, soit des gens issus de l'immigration de différentes communautés. Donc ça, c'est un sérieux problème. Pourtant, on manque de 17 000 travailleurs par année. Fait qu'il faut qu'on trouve des façons d'augmenter et d'attirer davantage de monde. Et il y a des freins dans les conventions collectives. Le premier frein, c'est la conciliation travail-famille. Les horaires sont faits d'une époque où l'homme allait travailler et la femme restait à la maison. Quand tu arrives au chantier à 6 heures, tu finis à 3 heures, trouver une garderie qui ouvre à 6 heures le matin, qui va prendre votre enfant, ça n'existe pas beaucoup. Puis c'est une réalité que même certains hommes commencent à vivre comme papa monoparental, ils ont une garde partagée, puis là c'est compliqué là, un peu gérer ça. Donc ça, c'est une nouvelle réalité qu'il faut qu'on s'adapte. On a de l'air un peu tardif là-dessus, là, mais il faut qu'on s'adapte si on veut attirer plus de femmes, si on veut aussi avoir une plus grande diversité dans l'industrie. En matière de télétravail, tu mentionnais, évidemment, dans le manufacturier, c'est difficile à appliquer, dans la construction, encore plus, mais moi, ce que je perçois, même dans le domaine manufacturier, puis je serais peut-être curieux de voir si vous le voyez dans certaines de vos usines, Pierre, mais moi, de plus en plus, j'ai des demandes au niveau manufacturier de changer l'horaire de travail normal, de faire du 4 jours semaine, de faire du 4 x 10 au lieu de faire du 5 x 8, de faire du 7-7. Habituellement, le 7-7, on connaissait ça en région éloignée, là, où les gens allaient travailler 7 jours et étaient 7 jours off. Mais même récemment, là, pas à Québec, mais en région pas très loin, les employés le demandent, ça. Alors ça, on a un petit peu à se challenger comme entreprise parce qu'on est habitué de fonctionner, exemple, sur un chiffre de jour, un chiffre de soir, un chiffre de fin de semaine, un chiffre de nuit, avec du 8 heures. Et là, on se fait demander de différents aménagements. J'appelle ça une certaine forme de télétravail. En tout cas, les gens veulent changer là, le mode traditionnel.
Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est nouveau. Un enjeu aussi qu'on a depuis quelques années, c'est le temps supplémentaire. Là, je vais peut-être sonner un peu vieux. Les premières années de ma pratique, je faisais des griefs où ça se battait parce que je n'avais pas pu faire le temps supplémentaire. Tu sais, que l'employé se plaignait. Et là, on se fait demander de négocier des clauses où le temps supplémentaire n'est plus obligatoire puis que c'est tout le monde va du pouvoir. Fait que, tu sais, il y a un changement générationnel. Je ne dirais pas c'est quelle génération qui est la plus intelligente que l'autre. Là. Ça, je ne me mêlerai pas à ça, mais clairement, c'est une réalité qu'on doit faire face. Les enjeux ont complètement changé à ce niveau-là. Fait que ça, c'est deux éléments que je vois. Je vais donner un exemple réel. Je vais parler de l'usine de Saint-Hubert, qui a tourné complètement. Là. Nos deux plus gros clients, c'est Volvo. On fabrique exclusivement toutes les buckets ou les pelles, les godets qui vont sur les pelles mécaniques à travers l'Amérique du Nord. Maintenant, cette usine-là fait du 4-3 maintenant. Et à la demande des employés, on a du 4-10 de jour, 3-12 de fin de semaine. Et le golf nous a sauvés. Certains de nos plus vieux employés ont décidé d'aller la fin de semaine parce que c'est plus facile d'avoir des activités la semaine. Il n'y avait plus d'enfants. Donc, on a pu partager notre expertise. Puis, en échange, le quart de soir est plus difficile à peupler. Là. On va être réaliste. Il n'y a pas grand monde qui veut travailler de 3 heures l'après-midi à 3 heures du matin à Saint-Hubert, pas d'autobus. Là. Donc, c'est un quart réduit. Là. Mais, en échange, les employés, quand on a besoin de temps supplémentaire, souvent, 1 mois avant, on va les rencontrer. On va dire, on a été plus tranquille, il y a une grosse production qui s'en vient, le client a besoin de ça, on l'explique. Y a-t-il une équipe qui est prête à nous donner un coup de main? Et là, on essaie d'aller chercher une équipe de volontaires qui va nous donner des heures, qui va nous donner 1 semaine, 2 semaines. Et généralement, on réussit. Mais c'est un échange, là. Entre les horaires. Puis le 4-10-3-12, honnêtement, dans les usines où on l'a mis en place, ça nous aide beaucoup. Et puis, Simon-Pierre, tu en as fait mention. Le salaire, c'est un sujet dont on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas l'ignorer. On se retrouve aujourd'hui avec des demandes syndicales de 40 % lors de premières propositions monétaires. Puis, comme vous le savez, 2024-2025, c'est le fameux crunch time pour le renouvellement de l'hypothèque. Hein? Nos employés sont en train de renégocier le prêt hypothécaire et la banque, c'est du 5-6 % qui est présenté. Dans un contexte où ces demandes salariales sont beaucoup plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été auparavant, quelles sont les techniques que vous utilisez dans le contexte de votre négociation, tant avec le syndicat qu'avec l'employé un à un? Bien, nous, en fait, on a déjà eu la demande. L'an passé, ils nous ont demandé de réouvrir les conventions collectives parce que dans l'industrie, les conventions ont été conclues là, aux alentours du début de la pandémie. L'inflation n'avait pas commencé. Fait que les augmentations actuellement sont entre 2 et 2,5 %. Donc, vous vous doutez que ça crée du mécontentement dans le contexte actuel. Fait qu'on a eu une demande l'an passé de réouvrir les conventions collectives, chose que notre association, les 2 autres associations d'employeurs qui représentent chacun 20 % de l'industrie, n'étaient pas confortables parce que la demande était ciblée uniquement sur les salaires. Ils n'étaient pas prêts à revoir d'autres éléments. Puis c'est ça l'approche qu'on prend, c'est de dire, écoutez, les salaires, c'est une portion de la convention, c'est une portion importante, là, mais c'est une portion de la convention. Fait qu'il faut essayer de voir le tout un petit peu sur comment on équilibre. Il faut être compréhensif. Je pense qu'il ne faut pas nier leur demande parce que de toute façon, on le voit, le contexte économique, mais il faut aussi relativiser certaines demandes. On a fait l'exercice sur 20 ans, combien d'années sur 20 ans les augmentations salariales étaient au-dessus de l'IPC. Et dans notre industrie, bien, c'est 18 ans sur 20 ans. Puis les 2 autres années, il n'y a pas eu d'augmentation parce qu'on a tout mis dans les avantages sociaux et dans le rattrapage du régime de retraite. Fait que ça vous donne une idée, c'est que là, oui, ils sont en dessous, mais sur le cumulatif, sur 2 décennies, ça n'était pas le cas. Ceci dit, il faut que l'industrie soit attractive, il faut que ça soit intéressant, donc il faut garder ça en tête. Nous, notre compétition n'est pas entre entrepreneurs dans l'industrie puisque c'est la même rémunération, pas industrie, mais c'est vraiment notre industrie avec d'autres secteurs. Puis c'est là qu'il faut qu'on se démarque, puis il faut être sensible à leurs demandes, mais il faut positionner ça dans une discussion plus globale sur notre productivité, sur la conciliation travail-famille, sur le temps supplémentaire, sur un paquet de détails qui nous permet de mitiger un peu l'impact des hausses salariales sur les entrepreneurs. C'est drôle parce que tu parles de réouverture de conventions collectives. En 21 puis en 22, à la demande des employeurs,
j'ai réouvert plus de conventions collectives que dans les 20 premières années de ma pratique. Hein? Et ça c'est des conventions qui étaient encore bonnes jusqu'en 2024 ou en 2025. Puis c'est l'employeur qui allait voir le syndicat. On peut-tu monter les salaires parce que j'ai plus de personnes, j'ai plus de CV que je reçois? On le fait dans plusieurs cas. Mais là, le problème, c'est que les syndicats, ils souffrent d'amnésie. Parce que là, on arrive en 2024 pour négocier. Non, ça n'arrive pas. C'est peut-être juste moi. Là. C'est probablement de ma faute. C'est ton impact sur eux. Là. Ouais. Fait que là, on arrive en égo. La convention est expirée en 2023-2024. Là, ils ne se souviennent plus qu'on a réouvert puis qu'on a donné, dans certains cas, 6, 7, 8 pour être attractif. Fait que ça, c'est un jeu dangereux où plusieurs employeurs se sont fait prendre. Puis là, le regrettent un petit peu là, en disant mais pourquoi j'ai fait ça? Puis là, on a bien beau leur répéter en égo, écoute, faut prendre pour acquis qu'on a rajouté un 6-7 qu'on n'avait pas l'obligation d'ajouter, mais ça, c'est thanks, but on continue. Tu sais. C'est l'effet cliquet. On a choisi une stratégie qui pouvait ressembler à celle-là, mais ce qu'on a fait dans nos conventions syndiquées, puis parce qu'on respecte la même chose partout, c'est de se dire, écoutez, on va s'asseoir à table, on va regarder les 5 dernières années, on a calculé l'IPC, on a regardé ce que nos employés avaient perdu, on a fini l'an passé de renégocier en plein milieu du crunch les 2 plus grosses, et on a dit, écoutez, vous avez perdu 4,5 %, OK? On va le remettre le jour 1 avant qu'on négocie, OK? On vous le donne au jour 1 avant qu'on négocie, là, on va ramener ça à ce qu'était l'inflation. Maintenant, on va négocier sur une base de ce qui s'en vient pour les 3, 4, 5 prochaines années, basé sur les analyses qu'on fait, tout le reste. On tourne alentour de 3, 2,5 OK, pour les années qui s'en viennent. OK? Mais on a fait abstraction du premier bloc. On s'est entendu sur ce que la différence devait être. On l'a même intégré dans l'échelle techniquement avant de signer la convention, de façon à ce que ça n'a pas l'air. Mais on a essayé de réorienter le débat sur autre chose parce que sinon, ça ne finissait plus. Là. C'est vrai que les demandes, la première demande qu'on a eue dans une, c'était ça, 42 %. On part arrière 5 minutes. On comprend que le représentant syndical a une vie impossible. Moi, ce gars-là est exceptionnel, puis je pense qu'il a été rejeté dans 9 de ses offres sur 10 à date. Fait que, on ne sait même plus à quoi s'attendre. Ça prend 4 fois, mais en parlant à nos gens, on a trouvé ça de façon-là, puis ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Non, Puis là, on a parlé beaucoup de l'univers syndiqué dans un contexte où, Pierre, tu le mentionnais, l'argent n'est pas illimité. À la fin de la journée, il faut jongler avec un budget. Dans ce contexte, quel devient le pitch de vente que nous allons présenter à un employé alors qu'on se retrouve dans un marché où la main-d'œuvre est manquante? On se bat tous essentiellement pour les mêmes ressources. C'est quoi notre fameux pitch de vente aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que la main-d'œuvre est moins manquante aujourd'hui. On reçoit des CV à la porte et honnêtement, on est renversé. On faisait des blagues tantôt, un soudeur qui assemble, ça nous a pris du temps avant de le convaincre. Ouais. Aujourd'hui, les gens continuent, mais je pense que le pitch de vente, puis je vais répéter ce que j'ai dit, si je cherche le pitch de vente aujourd'hui, pas méchamment, mais il est trop tard. Si je n'ai pas cette relation-là d'établir avec les gens, je vais me prendre quelqu'un à l'extérieur, parce que c'est moi qui négocie normalement, je vais me ranger que ce soit lui qui se fasse taper dessus, puis je vais arriver à la fin. Okay? mais parce que je n'aurai pas cette relation-là, mais c'est très difficile aujourd'hui. Puis je plains l'agent syndical, on en parlait tantôt, qui a sans doute une tâche plus difficile que la nôtre. Okay? Parce que lui, quand il va être devant sa salle, il était de bonne foi quand il a dit oui. Mais 2 fois sur 3, aujourd'hui, il va se faire revirer de bord. Ouais. Puis on l'a vu chez Airbus, on peut se faire revirer de bord souvent. Où est-ce qu'on en est? Pitch de vente, on ne peut pas convaincre le comité, mais nous, si on n'a pas une relation avec le plancher depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'est pas présent dans l'Assemblée. On a parlé du salaire comme étant l'une des composantes importantes. Jonathan, tu as touché tantôt au sujet des régimes de retraite. Est-ce que vous avez constaté des demandes plus agressives relativement au régime de retraite également? Bien, on s'attend à recevoir. On ne les a pas reçus encore. C'est sûr que le régime de retraite dans l'industrie de la construction, c'est un régime qui regroupe près de 200 000 salariés. Donc, on parle en milliards. C'est un très gros régime de retraite et c'est un gros bateau à bouger. On a réussi, au tournant des années 2000, à transformer ce régime-là de prestations déterminées à cotisations déterminées, ce qui n'était pas nécessairement simple à faire. Et là, le régime va bien. Fait que là, on est en pourparlers pour rééquilibrer le régime en congé de cotisation pour aussi favoriser. Il y a eu une génération là, de salariés qui ont retiré moins de bénéfices, je vous dirais, du régime. Là, c'est ceux qui sont rentrés tout de suite après le changement. Fait qu'on est en pourparlers autour de ça. Fait qu'on s'attend à avoir des demandes. Puis inévitablement, si les salaires augmentent, bien là, ça a un impact sur les cotisations, ça a un impact sur les attentes
assurantielles reliées au régime aussi. Puis on regarde, là, présentement, les centrales syndicales font des sondages, puis on voit, là, dans les sondages qu'ils ont mis en ligne, on voit que les questions, c'est très salaire, régime de retraite, assurance. Fait qu'on s'attend à recevoir beaucoup, beaucoup de demandes là-dessus. Ce qui nous aide un petit peu là-dessus, c'est que c'est un gros bateau. Ça ne se fait pas en criant ciseaux à la table de négo, là. Comme pour le REGOP, j'imagine, dans le secteur public, là, c'est quelque chose qui prend du temps à bouger. Ça nous permet de réduire le rythme puis de lisser ça dans le temps un petit peu. Ce que je constate, c'est que au niveau des régimes de retraite, les demandes vont beaucoup varier selon la masse critique du groupe. Si j'ai une usine où la moyenne d'âge ou le nombre d'années d'ancienneté est plus élevé, bien, les gens sont plus préoccupés par la retraite qui s'en vient. Ils vont faire des demandes à ce niveau-là. Si ma masse critique est plus jeune, bien, à tort ou à raison, probablement à tort, c'est pas important le régime de retraite. Ce que je veux, c'est du salaire, c'est de l'argent tout de suite sur ma paye à chaque jeudi, parce que la paye aux semaines est encore très présente dans beaucoup de l'industrie manufacturière. Fait que ça dépend. Mais où j'essaie d'amener toujours le discours, moi, c'est que c'est des vases communicants. Si vous saupoudrez des demandes partout, des congés de plus, des vacances de plus, des régimes de retraite de plus, à un moment donné, là, moi, j'ai une enveloppe X, je dispose de moyens limités. Alors, essayons de concentrer vos demandes. C'est plus facile à dire à vous autres. Vous autres, je suis convaincu que vous vous embarqueriez, mais quand on est à une table de négociation, c'est un peu plus ardu. Mais s'il y a une relation relativement de confiance qui s'est établie avec le syndicat, on va arriver à vraiment cibler ce qui est le plus important pour eux. Et moi, le constat que je fais ces années-ci, c'est que c'est la grille salariale. On va tout à l'épicerie, on a toute la réalité de faire face à des dépenses importantes. En bout de ligne, je vous dirais comme conseil, gaspillez pas, entre guillemets, là, de l'argent sur des congés et autres. Gardez la plus grosse partie de l'enveloppe vraiment sur les augmentations de salaire pur, parce que la priorité numéro 1 des syndicats en matière monétaire, pour moi, c'est clairement le taux horaire, le salaire. Le taux horaire, mais ce qu'on entend, surtout chez les jeunes travailleurs, puis je suis d'accord avec toi au niveau... Ça dépend de la démographie du groupe salarié. Chez les personnes plus près de la retraite, ça en parle beaucoup de régime de retraite. On a une demande de la Nation CRI qui veut intégrer le régime R20 de l'industrie de la construction parce que le gros des travailleurs de la construction qui travaillent en dehors du régime dans la Nation CRI, c'est un peu particulier. C'est des gens plus âgés, puis là, ils réalisent qu'ils n'ont pas de régime de retraite. Fait que là, il y a un peu de panique là, donc il y a des pourparlers là-dessus. Mais ce qu'on voit chez les jeunes salariés dans la trentaine, c'est les assurances. Assurance dentaire, assurance médicaments, assurance... Tout ça, là, c'est assez présent dans les demandes là, qu'on reçoit présentement. On a parlé de télétravail un petit peu en introduction. Télétravail, puis on va faire le pont avec le premier panel. Jonathan, c'est un petit peu moins pour toi, cette question-ci. Mais est-ce que vous avez des demandes spécifiques en lien avec vos négociations quant à l'insertion de textes de télétravail dans la convention collective? Pas nous, en tout cas. Du côté manufacturier, honnêtement, on n'a pas d'employés de bureau qui sont couverts. Donc, au niveau du plancher, non, on a plus des questions de gestion puis d'aménagement des horaires parce qu'on a des employés qui ont des enfants qui sont des parents uniques, que ce soit des hommes ou des femmes. Et à ce moment-là, on prévoit, soit dans nos conventions et même ailleurs, une flexibilité. Il nous arrive de permettre à quelqu'un d'avoir un horaire qui commence à 8 heures puis qui finit plus tard. Okay, mais on en discute avec toute l'équipe, les chefs d'équipe, les employés sur le plancher. Puis on essaie d'accommoder ces choses-là. Puis si on se tasse un petit peu du côté syndical, Pierre, pour ton personnel administratif, nul doute que ces gens ont quand même formulé des demandes de télétravail. Est-ce que tu as remarqué, dans le contexte de ton organisation, des conséquences suite à l'octroi de télétravail de façon plus régulière? Non, moi, bon, de toute façon, je pense qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire en milieu où il y a une présence exigée de nos employés sur le plancher. Si notre bureau n'était pas là, on aurait un 2 poids, 2 mesures. Donc, en laissant les gens peut-être une journée sur des projets ou autre. Mais c'est clair qu'au recrutement, on perd des gens. Je veux dire, il faut être honnête. Okay, au recrutement, il y a toute une catégorie de travailleurs qui ne voudront pas reprendre leur voiture 4 jours par semaine. Ouais. Donc, c'est un sacrifice qu'on a choisi de faire. C'est un défi. Nous, à la Sécu, on est à peu près 200 employés. Juste l'équipe des relations de travail, on est près d'une quarantaine. C'est un défi constant. Puis quand on essaie de recruter, c'est un enjeu. C'est la première question, à peu près, là, après le salaire. Là, c'est quoi l'horaire? Faut que je rentre travailler combien de temps? Combien de journées par semaine? Tout ça. Puis
ce qu'on a vu avec le temps aussi, c'est que même les industries qui n'ont pas de télétravail comme la construction, nos entrepreneurs venaient souvent voir les conseillers en relations de travail dans leur bureau, leur demandaient de se déplacer dans les chantiers. Puis là, il y a comme une acceptation depuis la pandémie. J'ai à peu près, là, je vous dirais, par année, là, 12 000 appels de conseils de relations de travail auprès de mon équipe. Normalement, j'avais, avant la pandémie, là-dessus, peut-être 1 500, 2 000 visites de chantier, visites en personne. Là, j'étais à 63 l'an passé. Fait que là, les entrepreneurs aussi qui sont ces chantiers, tu trouves ça pas mal plus simple de juste faire le Teams avec le conseiller. Fait qu'il y a une adaptation, ce qui fait que même si on est dans un milieu qui n'est pas en télétravail, l'équipe administrative est plus... Il faut faire des compromis là-dessus si on n'a pas le choix, là, évidemment. Là. Oui, parce qu'on a parlé beaucoup depuis le début du manufacturier, on a parlé beaucoup de la construction. Mais tous les emplois de bureau, hein. On a des assureurs ici qui sont présents, on a toutes les institutions financières et autres. On n'y échappe pas. Là. Le télétravail, puis peu importe la philosophie, tous les employeurs qui ont tenté d'exiger le retour à temps complet au bureau se sont pété le nez. Là. On va se le dire. Il y a de la réticence, il y a de la résistance qui est très forte. Alors, c'est un sujet qui est clairement intégré dans le cadre des négociations de la convention collective et même pour les gens qui sont non syndiqués, dans le cadre des négociations, parce que je ne suis pas surpris. Là, la première question que les gens posent, c'est-tu en télétravail ou combien de jours qu'il faut que je me présente au bureau? Moi, mon constat, mon éditorial, un peu, je suis toujours un petit peu surpris là, que ça résiste tant que ça, surtout au niveau des nouvelles embauches. Il y a beaucoup de monde de ressources humaines ici aujourd'hui. J'avoue, moi, j'étais un petit peu abasourdi quand je parle à des gens de ressources humaines qui ont commencé un nouvel emploi depuis 2 ans puis qui n'ont jamais mis les pieds dans leur usine ou dans le bureau qu'ils travaillent. Puis ça, c'est vrai, là. C'est pas... Tu es en ressources humaines puis tu es 100% à la maison, là. Moi, ça vient me heurter un peu. Là. Il y a un équilibre. Je ne pense pas qu'il faut que ça soit nécessairement 5-5. Mais ça, faut insister. Il faut redévelopper aussi. Surtout pour augmenter la rétention de la main-d'œuvre. On parlait un petit peu avant, on parlait des bureaux d'avocats et autres. Si quelqu'un passe 5 jours par semaine à travailler chez eux, là, qui travaille pour BCF ou d'autres mauvais bureaux que je nommerai pas, c'est du pareil au même. Là. Je veux dire, il est chez eux. Fait que, pour développer, puis pour apprendre aussi, pour que les gens puissent faire des apprentissages. C'est pas vrai que c'est avec un Teams constamment, que lorsque je connais personne en plus, que je commence dans une nouvelle organisation, que je vais arriver à progresser puis à monter dans... C'est un beau défi, mais c'est clairement des questions d'actualité. Non, mais tu mets le point sur quelque chose. Moi, c'est mon inquiétude principale de voir certains de mes conseillers qui sont beaucoup en virtuel. C'est correct, je crois, quand ta relation de confiance est déjà établie avec tes interlocuteurs, mais... Si tu arrives, là, tu commences à parler avec des représentants syndicaux, tu n'as jamais eu de rencontre physique, ce n'est pas la même chose par Teams. Il n'y a pas le lien de confiance que tu peux créer. Il y a un paquet de détails non-verbaux que tu captes moins. C'est beaucoup plus difficile. Fait que ça, c'est une inquiétude là, qu'on a à la Sécu par rapport à ça. Puis, il n'y a pas de solution facile pour ça, parce que même du côté syndical, ils ne débordent pas d'idées de faire des rencontres en personne non plus tout le temps. Là. Donc, c'est un défi. Lorsqu'on parle de défis, on parle de solutions potentielles. Les trucs et astuces que vous proposeriez au groupe ici pour faire face à cette problématique qu'on vit en ce moment, quelles sont-elles? Je sais que Pierre l'a mentionné. Il y a beaucoup... La communication puis de discuter avec les gens, c'est primordial. Là, moi, je ne fume plus depuis de nombreuses années, mais combien de conventions j'ai réglées en fumant une cigarette dehors? Là? En parlant des vraies choses. Moi, parce que là, ceux-là qui ont essayé de négocier en Teams, là, ça a été probablement terrible, là, les expériences. Je n'ai pas besoin de faire un sondage, mais ça reste des rapports humains. Fait que de se rapprocher de nos gens, de communiquer avec eux. Là, actuellement, ce que je constate, moi, c'est que souvent les porte-paroles syndicaux, souvent, moi, je réglais un peu à l'extérieur de la table de négociation. Je donnais l'exemple un peu de la cigarette, là, mais vous comprenez ce que je voulais dire, c'est qu'on se parlait un peu, puis il y avait comme une pré-négo à l'extérieur de la table, puis une vraie négociation. Je sens beaucoup plus de réticence, moi, depuis 1 an ou 2, des porte-paroles syndicaux à avoir ces discussions-là là, un peu en dessous de la couverte. De plus en plus, il faut vraiment qu'on soit devant tout le monde. C'est comme si on a un petit peu perdu des habitudes. Là, hein? On est tous restés chez nous pendant 1 an, 2 ans. Là, on recommence à faire des activités. Oh, OK, un matin, tout le monde s'est habillé, tout le monde s'est bien habillé, on fait de la route un peu et tout ça. On est en réapprentissage avec ça. Puis
les relations de travail, des négos de convention syndiqués, ou même si vous n'êtes pas syndiqué, ça va toujours demeurer des discussions. Puis plus qu'on est proche des gens, je pense que c'est un peu le conseil que je vois. Moi, c'est la clé du succès. Ouais. Bien, peut-être pour construire rapidement là-dessus, puis je sais, je ne veux pas déborder, mon principal outil, c'est la compréhension. La compréhension n'implique pas l'acceptation. Puis lorsqu'on comprend, on est plus en mesure de calibrer nos messages, de voir par où on peut passer, faire évoluer les choses. Puis on essaie aussi de faire comprendre son point de vue. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais avec la compréhension, on peut faire beaucoup de choses. Je vais juste admettre que je suis un dinosaure en riant, même si ça fait quand même depuis 1986 que je pratique, mais il y a une chose qu'on perd en télétravail, puis il y a quelque chose que je tiens à discuter, puis c'est vrai dans un bureau d'avocat aussi. On perd le mentorat, puis on perd les opportunités. J'ai beaucoup de jeunes membres de nos équipes qui sont exceptionnels et qui prennent des responsabilités beaucoup trop rapides parce qu'il y a eu une transaction chez nous qui fait qu'il y a un vide dans le milieu. Mais si tu ne peux pas enseigner à ces gens-là, si tu ne peux pas les accompagner, okay, tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont le droit de recevoir. Et deuxièmement, s'ils ne sont pas là, souvent, tu ne leur donneras pas l'opportunité parce que tu vas juste prendre quelqu'un qui est là ou tu vas le faire toi-même. Et je m'aperçois que ça, quand on laisse les gens être... Quand je fais un appel conférence avec un bureau d'avocats dans une transaction, puis il y a 5 avocats qui sont tous chez eux, bien, moi, dans le temps, ils se réunissaient dans une salle puis échangeaient leurs idées. Ça prenait 5 minutes puis on avançait. Aujourd'hui, je trouve que c'est long. Ouais. Okay? C'est une autre réalité, là. On a compris le message, Pierre. Je ne vais pas parler de toi, Éric. Merci, messieurs, pour vos remarques et sages conseils. Très intéressants. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On va passer à la période de questions. La première étant, puisque tu ne fumes plus la cigarette, qu'est-ce que tu fumes dehors pour conclure tes conventions? Non, réponds pas à ça, Simon-Pierre. Alors, dans la salle, questions, commentaires. Lâchez-vous là. On fait pas mal, là. Ces gens de santé et sécurité sont lâchés lousse avec des questions là, en relation de travail. Vous êtes capable aussi. Non? Pas de commentaires? Moi, j'en ai une. Qu'est-ce que tu... mais j'aimerais ça savoir, dans vos négociations de conventions collectives, ça serait où de contrats de travail quand c'est des emplois non syndiqués qui sont affichés? Quel est l'indicateur pour attirer les jeunes autres que le salaire? C'est quoi, vous avez parlé de plusieurs choses, là, mais c'est quoi la saison de la pêche au saumon va débuter, là, je pense, bientôt. Là. C'est quoi la mouche qu'on met et que ça mord, à part le salaire? Moi, je veux dire que ça fait partie de ma génétique. Comme j'aime embaucher des gens qui ont un grand potentiel et qui veulent avancer, c'est le plan de carrière. Quand tu t'assois avec eux autres, c'est les opportunités. On est un groupe en pleine croissance. C'est dire aux gens, si vous en voulez, il va y en avoir des opportunités. Par contre, j'ai fait mon lot d'erreurs et donné des promotions à des gens qui n'en voulaient pas nécessairement, puis ce n'est pas une meilleure idée. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, permettre aux gens qui veulent grandir, puis faire comprendre à cette génération-là qu'il y a un effort à mettre, peut-être plus l'effort qu'on mettait dans un bureau d'avocat il y a 40 ans, mais il y en a encore un à mettre. Et si oui, les opportunités sont nombreuses dans un groupe qui est en croissance. Je pense que ça, les jeunes que je vois alentour de moi, ils croient encore. Il faut s'aménager un peu, être un peu plus souple, mais je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. À quel point est-ce que, je me permets une deuxième question, tant que personne ne lèvera pas la main, à quel point, dans un milieu non syndiqué, fait, employé de bureau pour toi, Jonathan, Pierre, la plupart de tes usines, mes collègues avec les clients, à quel point est-ce que vous êtes à l'aise dans des contrats individuels de comment pourrais-je dire, créer des exceptions, de créer des situations, je vais permettez-moi l'expression, tailor-made pour le client. Regarde, toi, ce qui est important avec tes 4 enfants en bas âge, je dis 4 parce que j'en ai 4, mais en bas âge, c'est d'avoir vraiment une flexibilité d'horaire. Fait, c'est pas comme ça que ça marche pour le reste. Toi, je te le fais. Mais tu n'auras pas telle affaire. Puis, à quel point, dans un milieu donc non syndiqué, vous vous sentez à l'aise là, de... C'est une question délicate et pas facile. Puis là-dessus, je ne sais jamais si je suis vieux jeu ou de ma génération. Moi, je crois beaucoup à l'équité interne aussi. Ça, c'est important parce que tout finit par se savoir. Donc, si tu vas trop loin dans ce chemin-là, tu peux en vivre des conséquences puis avoir de la difficulté à garder des gens que tu veux garder aussi. Parce que là, tu en as un qui dit « Hey, j'ai vraiment besoin de ces 2 mois-là pour différentes raisons. » Puis là, tu ouvres le jeu là-dessus. Puis là, tu en as un autre qui dit « Ben, pourquoi tu lui donnes puis pas à moi? » Puis bon, je trouve qu'il faut être très, très prudent. Il faut garder quand même une approche équilibrée. Il y a les cas exceptionnels, là.
J'ai présentement une employée qui a son petit garçon a des enjeux cardiaques assez importants. On est très humain, très flexible, puis on s'organise là, avec ça. Ça, il n'y a pas d'enjeu. C'est un cas très, très spécifique. Mais au-delà de ça, il faut bien calibrer la demande pour s'assurer de quand même garder un cadre d'équité interne, là, parce que faut le justifier ultimement. Là. Jonathan, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a le fameux adage juridique qui dit « ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou ». Dans un contexte où on commence à autoriser des demandes particulières à gauche et à droite, ça va bien quand vous gérez une équipe de 3-4 personnes. Gérer ces demandes-là pour 150 personnes qui relèvent de vous, votre journée va être consacrée à gérer des demandes particulières. Donc, comme tu l'as mentionné, effectivement, les demandes qui vont sortir du lot, les cas exceptionnels, vont être analysés, vont être traités, mais si vous commencez à accepter des demandes particulières de tous et chacun, parce que nous avons tous des réalités qui nous sont propres, votre journée de travail va être consacrée à gérer ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. J'ajouterais, Kevin, à ce que tu dis, c'est la notion d'acceptabilité. Parce que souvent, nous, on pense qu'on décide dans nos bureaux, puis que le reste des gens comprend pourquoi. Je peux dire que c'est pas tout le temps vrai. Peut-être qu'on décide des mauvaises affaires aussi, mais ce qui est intéressant, c'est plus de dire, je vais donner un exemple de travailleurs non syndiqués. On a une situation sur le plancher qui est unique. On a quelqu'un qui vit une situation, on va faire venir nos chefs d'équipe. On va discuter avec eux, OK? On va obtenir leur pouls, puis on va même les retourner voir les membres de leur équipe après, voir si leur équipe adhère à la solution qui est proposée. Parce que je pense que ça, c'est important. Nos chefs d'équipe participent aux entrevues chez nous. Okay? Donc, mais c'est une façon de faire adhérer les gens et d'éviter qu'après ça, on ait cette « ouais, c'était bon pour lui, mais pas pour moi ». Absolument. Mais Je vais te faire un compliment, Pierre. Sur 20 usines, qu'il y en ait juste 4 de syndiqués, clairement, vous faites quelque chose de bien. Il en reste 3. Question dans la salle. Oui? On parlait beaucoup de la difficulté de faire passer des deals, dans le fond, là, lorsqu'on a des ententes de principe, puis on a de la difficulté à être ratifié par les membres. Je vois une perte de confiance des syndiqués envers leurs représentants syndicaux. Comment on peut les aider, je parle des représentants syndicaux, à faire passer des deals? Parce que je le vois là, au quotidien, où il y a cette incapacité-là là, de plus en plus. Là. Très Je bonne pense question. qu'il y a une première identification à faire, c'est les représentants à la table du côté syndical. Parfois, là, on a des gens, ce n'est pas les plus revendicateurs. Ils sont très corrects, mais ce n'est pas eux autres qui ont le pouvoir à la fin. Il y en a, là, il y en a qui aiment bien ça chialer en assemblée, puis qui sont bien forts en assemblée, mais qui ne veulent pas aller à la table. Des fois, j'ai l'opposé. J'ai un groupe à la table de négociation qui est très revendicateur, puis c'est eux qui décident. Ça, c'est la première étape que j'ai à faire, moi, c'est quoi la gang que j'ai en face de moi? Si c'est pas une gang, c'est une gang qui est plus correcte, qui n'est pas très revendicateur, mais je sais que les moutons noirs, ils vont être en assemblée, j'ai pas le choix de m'en garder un peu parce que je peux quasiment gager tout de suite que ça va être refusé. Fait que je ne travaille pas de la même façon là, selon le groupe que j'ai. Si j'ai un groupe qui est très revendicateur, ça va être plus difficile à la table de négociation. Mais je sais que si j'ai une entente, j'ai pas mal plus de chances qu'elle va passer parce qu'eux autres, ils vont parler à leur monde en assemblée, puis comme on dit, ils vont les asseoir. Ils vont dire « Hey Joe, là, on a travaillé fort, on est allé chercher le maximum, puis ça, c'est une bonne entente. » Une fois que j'ai identifié ce groupe-là, vous avez mis le point sur le bon chose. Il faut qu'on trouve une façon de les faire briller. Ça fait drôle à dire, là, on négocie, mais on ne négocie pas contre eux autres. Là, je veux dire, on négocie ensemble, tout le monde. Et il faut les aider à trouver une solution, puis des fois à leur fournir. Fait que moi, plusieurs fois, j'ai fait des documents, j'ai fait des graphiques pour que le syndicat les présente en assemblée. J'ai découpé un morceau du steak, comme j'appelle parfois, pour leur rendre la vie plus facile, pour qu'ils soient capables de vulgariser puis de présenter à leurs membres la réalité. Parce que des fois, je le dis avec le plus grand des respects, des fois, il y a des groupes qui sont moins sophistiqués un peu. Là. Il y a des employés qui sont des employés d'usine, des gens qui travaillent très fort, mais ils ont moins l'habitude. Fait qu'il faut travailler pour eux, il faut collaborer avec eux pour espérer que ça va passer en assemblée. Là. Puis je pense que le mot-clé, c'est collaborer. On est dans le même bateau. Tu as eu une entente de principe, ton représentant syndical y croyait, ça n'a pas passé, c'est pas de sa faute. Puis c'est pas son problème, c'est notre problème. Parce que ça n'a pas passé pour toi aussi. Il faut que tu recommences ton travail, il faut que tu continues. Fait que là, je pense que tes points de préparation sont importants. Il faut aussi que tu te poses la question, est-ce que ça m'amène près de mon point de friction? À un moment donné, il faut
jusqu'où tu vas dans tes compromis. À un certain point, il faut que tu évalues ça dans la relation, puis te dire, écoute, si tu es rendu à ton point de friction, il faut que tu laisses la pression faire changer les opinions du côté syndical pour espérer que ça évolue dans la bonne direction. Mais dans tous les cas, moi, je crois qu'on est dans le même bateau. Fait qu'il faut que tu t'assures que tes représentants syndicaux, d'autant plus si tu as les pragmatiques à la table, qui ne perdent pas trop la face, là. Fait que c'est essayer de trouver un doux équilibre là-dedans, puis tu ne veux pas non plus trop en donner, parce que si tu en donnes trop, tu leur donnes raison, que c'est une bonne affaire d'avoir rejeté l'entente de principe. Fait que il n'y a pas de one size fits all là-dessus. Là, c'est vraiment trouver une voie de passage, un équilibre là-dedans, ce qui n'est pas très simple. Est-ce que je comprends, excuse-moi, est-ce que quand tu nous dis d'approcher le point de friction, est-ce que je comprends que ta recommandation ou ton idée, c'est carrément de dire n'aie pas peur d'aller en assemblée puis que ça soit rejeté, ça nous permettra mieux de travailler après? Non, quand je parle de point de friction, on a tous un point, c'est quoi mon alternative à une entente? Mm-hmm. Puis je suis prêt à vivre ça pendant combien de temps? Puis c'est quoi les coûts économiques de ça? Et ça aussi, il faut que tu les aies constamment en tête. Si vous allez à une table de négociation, puis j'ai dû avoir récemment une discussion assez franche avec des entrepreneurs qui m'ont dit, moi, mon souhait, c'est qu'on évite la grève à tout prix. Je leur ai dit, bien, mon mandat va être facile. Je vais dire oui à tout. Il n'y en aura pas de grève, c'est sûr. C'est pas ce que vous voulez, là. Donc, c'est de bien identifier il est où ton point de friction par rapport à ça. Puis à certains points, il faut que tu envoies un message au-delà du représentant à l'ensemble des employés que tu approches ton point de friction. Puis ça, Jonathan, c'est un excellent point en ce que ta négociation va dépendre aussi de ton plan de contingence. Et si tu es bien préparé pour ta négociation, un bon plan de contingence est mis de l'avant. Tu sais quel est le risque que tu cours advenant que le risque d'alternative devienne tangible. Ceci dit, il y a un commentaire sur lequel je veux rebondir par rapport à ce que tu as mentionné, ne pas faire perdre la face à ton interlocuteur. En négociation de convention collective, il faut comprendre que c'est un exercice récurrent. Hein? C'est pas on le fait une fois, c'est fini, merci, bonsoir. Je vous garantis une chose, vous allez peut-être sentir que vous avez eu gain de cause lors de votre négo. La prochaine négo va être 100 fois moins le fun. Parce qu'eux vont s'en rappeler de ce qui vient de se produire. Ils les entendent, les commentaires des membres. La deuxième fois, les balises de protection vont être mises de l'avant dès le départ de la négo. Là, on va commencer à vous demander des clauses de protection, de comparaison avec d'autres unités. On va commencer à demander une protection par rapport à l'IPC. On va l'intégrer, cette mesure-là, juste pour être sûr de ne pas se faire le coup une deuxième fois. Parfait. Messieurs, merci énormément pour votre présence, votre collaboration.